Un mot quand même, à cette époque-là, vous disiez tout à l'heure, la stratégie a été menée d'une manière telle que jamais la survie du groupe n'a été mise en danger. À ce moment-là, vous n'étiez pas tout près de la limite. Jamais. Jamais. Alors, évidemment, je crois que c'était Pierre Dac qui avait une série qui s'appelait Malheur aux vaincus. Et donc, je trouve que c'est normal. Et il disait, si on ne frappe pas un homme à terre, alors quand? Ouais. Hein? Et nous sommes un peuple qui n'aime pas beaucoup les gens qui réussissent. Heureusement, ici, ça s'appelle la cité de la réussite. Mais qui déteste les gens qui échouent. La marge est étroite, reconnaissons-le. Mais c'est comme ça. Et donc, à partir du moment où vous avez échoué, regardez donc un exemple récent, je ne prononcerai pas de mots, je ne prononcerai pas de nom. Mais regardez donc. Et plus on vous a encensé, plus on vous a porté au pinacle, plus on vous déteste, et plus on vous trouve, après coup bien entendu, tous les défauts de la terre. C'est injuste? C'est très injuste. Ce qui lui arrive à celui que vous ne nommez pas, c'est injuste? C'est très injuste, et j'espère que ça ne découragera pas les jeunes qui sont ici d'entreprendre. Parce que, vous savez, par moments, lorsque on regarde dans les informations ce qui est dit, ce qui est écrit, les prévisions, ce côté de doute, eh bien, on n'est pas tellement encouragé à agir, à faire. Mais quand on y résiste, et quand on a le caractère qui permet d'affronter les uns ou les autres, eh bien, à ce moment-là, la dureté des échecs est une bonne chose. Et c'est comme ça, je crois, qu'il faut le prendre. Vous avez eu de la chance? Non. Jamais? Non. Non. Non, je ne sais pas ce que ça veut dire, la chance. Sur une longue période, la chance et la malchance s'annihilent. C'est comme au tennis, vous savez, les erreurs d'arbitrage. Alors, vous voyez celles dont vous êtes malheureusement la victime. Vous ne voyez pas les autres. L'un dans l'autre, c'est comme ça. La chance, il faut la saisir, si jamais elle existe, quand elle est là. Et puis la malchance, il faut la surpasser. Une question de caractère. Le hasard, une question sur le hasard et le poids du hasard dans la définition des stratégies? Non, personne ne veut? Il n'y a pas de question sur le hasard stratégique. Il n'y a pas de hasard dans la stratégie? Non, mais si vous voulez dire que la stratégie est une science exacte, ça ne l'est pas. L'envie de l'entreprise est une vie semée d'embûches, d'obstacles permanents. Et je vous dis, et je le répète, que la seule façon d'y résister et la seule façon de survivre, c'est d'avoir une volonté absolument complète, totale, pour aboutir à ce que l'on a voulu chercher. Parlons un peu de votre groupe, justement, puisqu'on en est à définir quels sont les grands principes. Voyons comment vous les appliquez. D'abord, comment est-ce que vous décrivez votre groupe? Alors, notre groupe, d'abord, premièrement, vous le savez, justement, après la déconfiture de la 5, j'ai pu créer le groupe sous la forme d'une commandite. C'est-à-dire que je suis complètement responsable, comme Michelin dans la sienne. Oui. Et ceci donc permet à l'entreprise de vivre et de se développer sans le risque d'être l'objet d'une prise de contrôle. Vous êtes responsable et protégé, les deux. Inconvénients et avantages. Il n'y a aucun avantage sans un inconvénient, et heureusement, dans le cas présent, l'inconvénient se traduit aussi par un avantage. Ça, c'est le premier point. Oui. Ensuite, les activités. Les activités, il y a deux grands domaines. Il y a le domaine de base qui est celui de la haute technologie et que j'ai concentré dans EADS. Alors EADS, ça veut dire Europe, aéronautique, défense,
et espace. Et le deuxième domaine, c'est les médias. Les médias, ça veut dire le livre, les journaux, les magazines, la presse, la distribution de biens culturels et le numérique, la radio, la télévision, notamment. Alors parlons un petit peu de ce domaine-là, du domaine des médias et de l'ensemble des publications. Votre rêve, en tout cas votre souhait aujourd'hui, c'est d'être l'acquéreur de VUP, donc la partie édition de Vivendi Universal. C'est bien ça? En rêve, je dors très bien la nuit, je ne rêve pas à VUP. Le fait est quand même que vous êtes candidat, que si je comprends bien, si je lis bien les journaux, il se pourrait que le résultat des courses soit proclamé lundi. Ah bon? Après-demain. Mais vous êtes journaliste, c'est votre métier de savoir. Voilà. Moi, je ne suis qu'acteur. Et beaucoup donc je ne sais pas. Et Jean-Luc Lagardère, beaucoup de voix se sont élevées pour dire attention, danger, si Lagardère emporte VUP, la concentration dans ce secteur atteindra des montants injustifiés et dangereux pour la création. Réponse? Décidément, je trouve que, aidant à développer les moyens de défense et d'espace les plus sophistiqués, les radars et autres, je suis marchand de canons. Voulant investir dans la culture, dans l'éducation, dans la défense de ce qui est la force vive de notre pays, j'en fais trop. Ça fait beaucoup quand même pour un seul homme. Mais honnêtement, il n'y a pas un sujet. Ça fait beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet tout de même? Si on regarde les chiffres, plus de la moitié du marché du livre de poche, les 3/4, presque 80% de l'édition scolaire, presque 100% des dictionnaires. Il y a évidemment une logique qui est celle d'avoir une force et la défense de la langue française. Est-ce que cette logique laisse la place à une forme de concurrence, laquelle est tout de même indispensable, en particulier lorsqu'il s'agit de défendre les idées? Écoutez, nous sommes dans un pays où il existe des règles de la concurrence. Les chiffres que vous avez donnés, Sauvin, sont totalement faux, donc il faudra quand même vous renseigner. Alors quelle est votre vision? Dites-nous, parce que je suppose que vous avez... Mais comment peut-on imaginer une seconde qu'on aurait pu imaginer acquérir une entreprise qui nous aurait donné 80%, comme vous le dites, du marché, etc. Nous avons dit, j'ai même écrit, qu'une partie, en effet, notamment, dépasserait les seuils de la concurrence, de la concentration, et que donc, bien évidemment, cette partie-là, nous la recéderions. Mais, j'ai dit qu'on ne la recéderait pas à des financiers qui pourraient la mettre, comme ça sera le cas, probablement, sur un marché qui, à l'évidence, tournera vers l'extérieur. Et j'ai dit donc que nous retrouverions et que nous aiderions ceux qui veulent céder, parce qu'on ne peut aider que les gens qui veulent bien, n'est-ce pas, à conserver et à maintenir cela. Voyez-vous, nous vivons dans deux domaines. La France d'un côté, l'Europe de l'autre. Moi, je suis farouchement européen pour être farouchement français. Dans le domaine de la technologie, plus rien n'est possible avec la France seule. Rien. À l'inverse, dans le domaine de la culture, le génie français est toujours là, il est toujours vivace, et il est indispensable qu'il reste à 100% dans des mains françaises. Je ne suis pas le seul Français, mais j'observe que ceux qui, ici ou là, protestent n'ajoutent pas le geste à la parole. Il y a beaucoup de protestations, ça vous a étonné? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais vous savez, le monde tourne, je suis féru d'histoire. Et quand vous regardez la façon dont les Gaules, entre 58 et 51 avant Jésus-Christ, ont été conquises par César, alors que, donc en 7 ans,
alors que Rome avait mis 2 siècles à conquérir l'Espagne, on sait que la cause essentielle a été la division. Nous sommes Gaulois, nous nous divisons. C'est comme ça. Alors, je voudrais quand même faire observer que, en tant qu'Hachette, cela fait 22 ans que j'ai pris la responsabilité de cette société. J'observe que M. Louis Hachette, dont je parle régulièrement, rendant à celui qui a créé en 1826 cette entreprise, était vraiment un grand entrepreneur et un grand visionnaire, ça fait 165 ans qu'ils sont restés pratiquement dans la famille. Alors, j'espère que ceux qui aujourd'hui sont les entreprises dites moyennes, c'est eux qui s'appellent ainsi, oui, mais qui ne font pas l'effort qu'ils pourraient faire, les sacrifices qu'ils pourraient faire pour maintenir ces affaires en France, pensent qu'ils peuvent rester indépendants longtemps. Je souhaite à ceux qui ont notamment critiqué, et aux plus grands d'entre eux parmi les moyens, qu'ils soient encore indépendants. J'ai fait le calcul. Comme Hachette... Dites-moi, parce que je ne suis pas du secteur, donc qui est-ce que vous visez? Je ne vise personne. Je dis simplement... Ça commence par... J'ai fait un petit calcul. Écoutez, c'est simple. Les entreprises dites moyennes aujourd'hui, qui crient comme si on les égorgeait, eh bien, elles pourront rester indépendantes dans le même style d'Hachette si elles le sont encore en 2065. J'ai fait le calcul. Je leur souhaite, de tout cœur. Attendez, si ces entreprises rachètent les parts françaises et si l'ensemble de ces entreprises se dévouent pour investir, comme je l'ai fait toute ma vie, parce qu'on n'avance pas si on ne risque pas. Là aussi, ce mot n'a pas été évoqué, comme si on fait la petite affaire, la stratégie, les trucs, tout ça, puis ça marche tout seul. Alors, de temps en temps, on a un accident. Non. Une fois qu'on a réfléchi, une fois qu'on a fait toutes les additions, il y a un moment de vérité. Et ce moment de vérité, on le prend, et on sait qu'on prend un risque. On le prend pour soi, et ce qui est pire, on le prend pour les actionnaires qui vous font confiance. Mais il faut le prendre. Alors, si ces entreprises moyennes, encore une fois, c'est elles qui le disent, faisaient l'effort en disant « nous sommes pour la culture française, qu'elle reste, etc. » Eh bien, nous allons faire un effort pour acheter cela. Je serai le plus heureux des hommes. Et quand, alors que, vous le savez, vous êtes un économiste, il y a des opportunités bien meilleures que celles-là, qui sont beaucoup plus en haut potentiel que le livre, qui est un métier stable. Mais lorsque quelqu'un se dit « je considère qu'il est de mon devoir de faire rester ceci en France », non, pas immédiatement, mais 8 ou 15 jours après, oui, on crie. Voilà. C'est organisé, à votre avis? Mais je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est l'exception culturelle française? Vous avez parlé du génie culturel français. Qu'est-ce que c'est l'exception? Je suis pour l'exception culturelle. Je vais vous dire ce que c'est. Je vous répète, nous sommes aujourd'hui européens. Nous sommes en Europe. Il y aura quelques accidents de parcours, mais la marche est irréversible. Nous sommes européens. Nous serons, avant la fin du siècle, la première puissance mondiale. La première. Je ne dis pas que la puissance américaine sera en décadence, je ne le crois pas et je suis sûr du reste du contraire, mais l'Europe est plus peuplée, plus intelligente, plus riche. C'est vrai. C'est vrai. Ainsi donc, j'ai créé, nous étions 2, mais j'ai créé la première société européenne dans le domaine que vous connaissez, qui s'appelle l'EADS, parce que la France seule ne peut pas. À l'inverse, l'Europe a un handicap. Aux États-Unis, on parle une seule langue. Il n'y a pas la culture du Texas, de Californie, de l'Alaska, de Nebraska. Il y a
une culture identique avec une seule langue. Nous avons, nous, plusieurs langues et plusieurs cultures. Alors, est-ce que ce handicap, on va le percevoir comme quelque chose qu'il faut adoucir, qu'il faut compenser? Je veux dire par là, est-ce qu'on va adopter l'anglais, moyennant quoi on s'élimine? Mais sur 100 ans, on pourrait l'imaginer. Est-ce qu'on va adopter l'espéranto, langue ridicule qui a été à un moment donné une illusion d'optique? Non. Nous avons des cultures fortes. Donc il faut que les groupes correspondent aux langues et aux cultures. Et chacun, et ce qu'il faut faire en Europe, c'est additionner la force de nos cultures pour transformer un handicap en une force. L'édition, c'est un métier d'industriel ou ça peut être un métier d'artisan? Bah, évidemment, on peut bien faire des livres confidentiels, à la main. On peut bien faire ce qui s'éditait du temps où Gutenberg n'était pas encore né. Mais aujourd'hui, l'édition, qu'est-ce qui est important? C'est les masses. Quel est l'enjeu de ce siècle? C'est l'éducation. L'enjeu du siècle où nous sommes, c'est l'éducation. Ça n'est plus les réserves de pétrole, la sidérurgie qui a disparu et le pétrole qui disparaîtra dans les 100 ou 150 ans. Nos ingénieurs doivent trouver la substitution, la suite, mais pour cela, que faut-il? Il faut des gens qui aient une formation la plus large possible, la plus dense, c'est ça. Et il faut aussi que cette culture, que cette information arrive à tous les pays qui sont en voie de développement. Donc c'est un métier de masse, d'industriel. Donc c'est un métier de masse. Comment est-ce qu'on fait pour préserver la pluralité? Est-ce que vous diriez, imaginons que quelqu'un ici se lève et vous demande, est-ce que je peux avoir une chance de me lancer comme éditeur? Vous lui dites oui ou vous lui dites non? Sûr. Et comment il fait? Mais bien sûr, justement, parce que c'est un peu, vous connaissez également les NMPP qui distribuent la presse. Comment la presse ferait-elle s'il n'y avait pas une distribution commune? Eh bien, comment feraient les petits éditeurs s'ils ne pouvaient pas s'adresser à nous, et à d'autres peut-être, pour être distribués? Qu'il s'agisse des libraires, qu'il s'agisse des supermarchés, de la FNAC, de Virgin ou autres. Et le prix d'un livre, le coût d'un livre, de poche, folio, tout ça, etc., dépend de sa quantité. Alors évidemment, on pense ici que si on ne peut pas y arriver par l'équilibre du marché, l'État sera là, et l'État c'est nous du reste, c'est vous. Et l'État paiera, c'est pas vrai. Donc, le livre est une industrie lourde qui se doit d'ouvrir aux grandes masses l'accès, et pour cela, il faut des grands groupes. Il faut être puissant. Des questions sur ces sujets dans la salle? Monsieur, vous vous levez. Micro, vous vous présentez, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai déjà parlé tout à l'heure, je m'appelle Michel Fargeau. Vous avez rendu hommage à Jean-Marie Messier, je partage votre avis. Mais Monsieur Lagardère, honnêtement, dans cette enceinte de culture, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en Amérique, est-ce que votre projet de vouloir prendre la totalité de l'édition est considéré comme un acte délictueux, puisque en définitive, ça devient un monopole, et que les États-Unis, qu'on a souvent, hélas, critiqué pour certaines choses, vous refuserez ce genre de choses. Et c'est là où la majorité des éditeurs, qui sont en fin de compte, qui ont un peu de voix actuellement, se disent non, ben non, il doit y avoir autre chose. Monsieur, encore une fois, les règles de la concurrence sont les mêmes aux États-Unis et en Europe. Et vous devez savoir, certainement, qu'elles s'appliquent aux deux continents. C'est-à-dire que les Américains, lorsqu'ils font eux-mêmes une fusion ou une acquisition, s'ils veulent continuer à travailler en Europe, viennent en Europe, à Bruxelles, pour se faire avaliser, pour se faire accepter.